On va faire un petit tuto. Comment reconnaître le fascisme quand il toque à la porte? Parce que c'est vrai qu'après tout, le fascisme n'a pas toujours la décence et la bonne volonté de se présenter muni d'un petit brassard rouge et d'une casquette à tête de mort. On va faire un petit tuto avec Pierre Gentillet. Il est candidat pour le Rassemblement National aux législatives anticipées de 2024. 8 avril 2022, on était en pleine campagne présidentielle, hein, souvenez-vous. Tout ce que l'on va écouter, ça a 2 ans. Il peut pas nous dire « j'ai changé d'avis ». À un moment donné, là, ce qu'il nous donne, c'est sa philosophie politique. Nous avons vu que sous le Covid, le politique, quand il décide de définir une situation d'urgence, au nom de cette situation d'urgence, on peut mettre le droit en dessous. Si demain, nous voulons nous affranchir par exemple de certains traités, de certaines normes qui nous empoisonnent, eh bien, à la condition de mettre au pas, c'est vrai, le Conseil constitutionnel, nous pourrons tout faire. Il est tout à fait poli, ce jeune homme. Il est bien élevé, il a une cravate. Cet homme te dit, sans scier, sans trembler, que si le politique décrète, décide qu'une situation est urgente, il peut tout faire, il est légitime à tout décider, y compris ne pas respecter ses engagements internationaux, y compris même ne pas respecter les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. À condition, c'est vrai, glisse-t-il, de mettre au pas le Conseil constitutionnel. Ce dont il vient de parler, c'est le fascisme. Il y a une réflexion à mener, effectivement, sur le Conseil constitutionnel. Je vous dis, c'est un pouvoir politique. Pour moi, tout pouvoir politique doit venir du peuple ou est légitimé par le peuple. Donc, soit on le supprime, purement et simplement, et on a vécu avant sans Conseil constitutionnel. À ceux qui disent qu'il y aurait plus de droit, plus de démocratie, je tiens à dire que le Conseil constitutionnel n'est puissant que depuis 71 et il a été créé en 58. Si les cours constitutionnels s'imposent partout dans le monde, en tout cas dans les démocraties occidentales, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est en grande partie parce qu'on s'est rendu compte que la pente vers le fascisme, vers les régimes oppresseurs des libertés était raide, qu'elle allait vite et qu'on avait besoin de garde-fous qui garantissent que la majorité ne puisse pas opprimer les droits des minorités. Donc quand il dit « on a très bien vécu pendant longtemps sans conseil », oui, par contre ça a mené au fascisme dans certains pays. Mais oui, par contre il a raison. Vous pourriez dire en quoi est-ce que la volonté du peuple serait illégitime? Qu'est-ce qui rend légitime le fait de dire « le peuple rassemblé à l'Assemblée nationale et au Sénat ne peut pas tout voter ». Rien, vous pourriez dire ça. Mais la réponse, c'est au contraire tout. La volonté populaire, ça n'est jamais la volonté de tous. La volonté populaire, c'est la volonté de la majorité telle qu'elle s'exprime à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc si tu n'as pas une institution, le Conseil constitutionnel, critiquable par plein d'aspects, qui vient contrôler que ce que vote l'Assemblée nationale, c'est bien conforme à la Constitution, alors ça veut dire que la majorité rassemblée à l'Assemblée nationale peut choisir d'opprimer les droits des minorités. Ça, c'est une pente fasciste. À partir de là, la pente, elle est très claire. Oppression des droits des minorités, stigmatisation des immigrés, restriction progressive de la liberté d'expression, restriction progressive de tous les mécanismes qui garantissent le pluralisme politique. Si tu as la majorité au Parlement, tu arrives très facilement, mais ça peut aller très vite, à un monde où, en réalité, le pluralisme n'est pas garanti. Le fait de défendre toutes les idées politiques sur la sphère publique n'est plus garanti. Ce monde-là, c'est un monde poutinien, ça ressemble d'assez près à ce qui se passe en Russie, ça ressemble d'assez près à ce que Viktor Orban est en train de faire en Hongrie. C'est un monde où, au fond, le parti au pouvoir va chercher à s'y maintenir en ayant un contrôle de l'espace public d'une part, et en ayant d'autre part l'oppression d'une partie des minorités. Et il n'y a absolument rien qui te permet de l'empêcher. Le grand remplacement nous a montré qu'il y a maintenant une distorsion évidente entre ce que le droit désigne et ce que la réalité désigne. Le droit désigne comme peuple français, tous les citoyens français. Or, justement, non. Maintenant, nous pouvons faire la distinction entre ceux qui font partie de la société et qui, vous, moi et plein d'autres personnes qui ne se sentent pas français, qui parlent une autre langue, qui vivent d'une autre manière. Nous sommes tous soumis aux mêmes lois. Donc, quelque part, oui, nous sommes tous français. Oui, nous sommes tous français juridiquement. Et c'est ça qui est intéressant avec cette notion. C'est que le peuple français, ce n'est pas qu'une notion juridique, c'est bien plus que cela. C'est une notion historique, empirique, organique. Et cette notion-là, elle ne peut pas être emprisonnée par le droit. Et nos yeux nous permettent de le voir aujourd'hui. Quand on voyage un peu en France, on voit très bien le changement culturel, le changement de civilisation, le changement de peuple qui est en train de se produire. Nous devons nous détacher du juridique pour viser la réalité concrète, organique, matérielle de ce que l'on appelle peuple. Il vient de dire, au fond, il y a 2 types de citoyens français. Il y a les citoyens français qui sont le peuple français, et puis il y a ceux qui ont la nationalité française, mais qui ne sont pas vraiment le peuple français. Ceux qui en font partie et ceux qui n'ont que le papier. Il le dit très clairement, entre les lignes certes, mais très clairement malgré tout. Il suffit
de se balader en France et de regarder avec ses yeux. Cette phrase, c'est un appel clair au racisme, mais là le racisme biologique. C'est le fait de dire, regardez autour de vous, il y a des gens, vous voyez bien qu'ils ne sont pas français. Derrière, il te le dit clairement. C'est pour ça que quand j'entends les Lysenko de la démographie comme Lebras qui disent il y a toujours autant de Français, autant d'étrangers, mais en fait il a raison ce monsieur. Parce qu'en fait il met tout à fait de côté la question du droit du sol, les naturalisations, il parle en termes juridiques et nous lui répondons en termes juridiques. Or maintenant, nous devons nous détacher du juridique pour viser la réalité concrète, organique, matérielle de ce que l'on appelle peuple. Par le jeu du droit du sol, par le jeu des naturalisations, ce qu'il est en train de te dire, c'est que si tu es français de deuxième génération, si tes parents ou tes grands-parents même peut-être étaient immigrés, alors tu n'es pas un vrai français. Il le dit clairement. Il est en train d'appeler à une distinction entre citoyens, les vrais et les faux français, distinction qui permettra de faire des lois appropriées pour traiter différemment ces différents Français. Ce monsieur se fait l'avocat, défend, souhaite, appelle de son vœu l'avènement de lois raciales en France. Ces lois raciales, il est impossible de les prendre, évidemment. Ce que prône ce monsieur, les lois qu'il souhaite, les lois raciales qu'il appelle de ses vœux, sont en contradiction directe avec le premier article de notre Constitution. Mais s'il n'y a pas de Conseil constitutionnel pour la faire respecter, alors l'Assemblée nationale peut décider de tout et de n'importe quoi, y compris de lois qui opprimeront les droits des minorités. Ouvrez toujours vos oreilles quand quelqu'un vous parle du Conseil constitutionnel. Je sais que ça n'a pas l'air sexy. On peut lui adresser toutes les critiques, encore une fois. Dès lors qu'on attaque le Conseil constitutionnel, c'est l'état de droit que l'on attaque. C'est cet état de droit qui consiste à respecter les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Le monsieur qu'on vient d'écouter là, Pierre Gentillet, c'est un fasciste. Il a une jolie cravate, un costume sur mesure, il est avocat et une coiffure qui me rend moi-même jaloux. Soit, c'est vrai qu'il n'a pas le brassard ou la petite casquette, mais ce monsieur est un fasciste. Il souhaite des lois qui discriminent les citoyennes et les citoyens français en deux catégories, les citoyens de souche et ceux qui sont issus de l'immigration, que l'on doit pouvoir traiter différemment, voire même que l'on doit pouvoir traiter comme des non-français, dont on doit pouvoir organiser, c'est dans le programme d'Éric Zemmour, la remigration, c'est-à-dire la déportation. C'est un fasciste, un vrai, qui veut abolir toute démocratie. Il est candidat Rassemblement National aux élections législatives. Je dis ça en vous regardant les yeux dans les yeux. Toutes celles et ceux qui êtes en train de vous dire « Ah, après tout, pourquoi ne pas essayer le Rassemblement National ? Ils ont changé. J'entends dire que ce sont des fachos, mais ça c'est bien sûr des exagérations. Ils sont pour le peuple. Ils ne sont pas racistes. » Vous avez la preuve qu'ils le sont. Voilà comment pense au moins une partie d'entre eux. Ce sont des fascistes en puissance. Voilà ce contre quoi on se bat aujourd'hui. Alors, votez RN si vous le voulez, mais maintenant vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.